Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce 9e épisode d'Overtime NHL. Très heureux de vous retrouver, ça fait un peu plus d'un mois qu'on n'a pas pu faire d'Overtime NHL, mais évidemment avec nos horaires assez chargés, les playoffs de National League prenaient beaucoup de temps et on attendait la fin de la saison de la NHL pour vous faire un Overtime NHL, un peu pronostic, présentation des playoffs. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Première fois d'ailleurs qu'on préenregistre l'émission. Encore là, les playoffs de NHL et les playoffs de National League obligent. Également, nouveauté, première fois en 2 saisons d'Overtime NHL, Laurent Meunier comme invité. Salut Laurent. Salut, bonjour à tout le monde. Très heureux de te retrouver Laurent. Et en plus, on a une bonne nouvelle aussi à annoncer. C'est que les playoffs de NHL, évidemment, vont être à suivre sur MySports. Par week-end, on présentera et on commentera des matchs en français, mais toute la finale sera présentée et diffusée sur MySports. Commenté et co-commenté, entre autres, par toi, Laurent, également avec Danny Gélina. Donc, on va te retrouver, comme à l'année passée, aux petites heures du matin, pour suivre une finale qui ose promettre beaucoup de choses. Oui, on se réjouit avec le talent qu'il y a et le niveau qu'il y a eu cette année en NHL. Ça va être sûrement, et c'est sûr, une belle finale et des beaux playoffs en tout cas. Oui, certainement. D'ailleurs, on avait eu une belle finale la saison dernière entre l'Avalanche du Colorado et Tampa Bay. On n'est pas seul aujourd'hui, Laurent, pour notre émission. On va aller rejoindre au Québec le journaliste d'LNH.com, Nicolas Ducharme. Salut, Nicolas. Bonjour, Jonathan. Bonjour, Laurent. Bonjour, Nicolas. Nicolas, très heureux de te retrouver aussi. Toi, la saison régulière vient tout juste de prendre fin. On préenregistre, on est samedi, donc au lendemain des derniers matchs de la saison. J'imagine que pour vous aussi, c'est la grosse saison qui commence, très occupée. On va pouvoir certainement lire tous vos pronostics, toutes vos présentations tirées également sur votre site Internet et écouter votre balado, la tasse de café LNH. Oui, ben exactement. Disons-le, les 3 dernières semaines de la saison, c'est comme en fin de marathon, là, le dernier 1000, là, peu importe. Là, il est difficile parce que c'est des blessés. C'est pas comment ça fonctionne quotidiennement, habituellement. Donc, on a vraiment hâte que les playoffs arrivent. Et bon, ça y est, on y est. Oui, ça y est, on y est. Mais messieurs, avant de parler de playoffs, on va parler de joueurs suisses, évidemment, parce que fin de saison pour plusieurs des joueurs suisses, et on va en parler tout de suite. Messieurs, on va commencer tout d'abord avec les joueurs qui ne font pas les playoffs. À commencer par le défenseur Roman Josi. Nicolas, depuis le début de la saison, tu nous dis que l'an passé, les Prédateurs ont surperformé. La plupart des joueurs ont connu leur meilleure saison de leur carrière. Mais encore cette année, Roman Josi était le meilleur défenseur, probablement le meilleur joueur de cette équipe. Malheureusement, une blessure l'a ralenti. Il a retrouvé peut-être un peu ses standards, quoique ses standards élevés pour un défenseur, soyons honnêtes. Là. Mais c'est quand même une saison qui finit décevante pour une équipe qui, peut-être à la surprise de tout le monde, était encore dans la course aux playoffs jusqu'aux dernières semaines. Oui, exactement. Du côté de Nashville, on avait lancé la serviette à la date limite des transactions. On avait sorti beaucoup de vétérans. Nino Niederreiter, d'ailleurs, j'imagine qu'on va en reparler dans quelques instants. Donc, on avait échangé plusieurs vétérans en se disant, bon, ben ça y est, on ne sera pas des playoffs cette année. On fait pas table rase, bien évidemment, mais on prend un pas de recul. Puis on va essayer de revenir en force l'année prochaine avec quelques jeunes. On a tellement eu de blessés. On a parlé de Josi, mais on a eu Philippe Forsberg, on a eu Matt Duchesne aussi, on a eu Ryan Johansson. Cette équipe-là devait terminer beaucoup, beaucoup plus bas au classement. Mais ils ont un gardien qui, à mon avis, est dans le top 2 de la Ligue avec Andrei Vasilevskiy. C'est Juuse Saros qui, à mon avis, là, aurait dû être dans la course au Vézina. Il ne l'est pas cette année parce que quand une équipe ne fait pas les playoffs, disons que ça refroidit un peu les gens qui participent au scrutin, mais c'est un des 2 meilleurs gardiens de la Ligue, à mon avis, cette année. Donc, dans le cas de Josi, bien, écoute, 59 points en 67 matchs cette année, 18 buts. Tu sais, on disait qu'il est revenu peut-être à son standard des dernières années par rapport à son l'année précédente, quand il avait enregistré 96 points. Ça reste toute une performance. C'est tout un défenseur. T'sais, si l'année dernière, c'était un peu anormal pour tout le monde à Nashville, ça reste que chez Josi, les performances sont toujours là, du niveau A. Là. Laurent, évidemment, c'est coûteux pour le pool parce que je pense que tu l'avais dans ton pool et malheureusement, les 12 derniers matchs, il n'a pas joué. Mais pour Roman Josi, c'est quand même un point positif, le fait que, oui, on fait un pas de recul. On a décidé d'être vendeur à la date limite des transactions, mais
ce ne sera pas un pas de recul, là, la grosse reconstruction pour les Prédateurs de Nashville. Il y a quand même du talent dans cette équipe-là. Et on ne va pas vers 4-5 saisons là, de misère pour Josi les Prédateurs. Non, exact. Je pense pas, pardon, Nicolas. Mais c'est vrai, non, je pense pas. Je pense qu'ils ont une bonne équipe et c'est vrai que Josi est leur capitaine et vraiment, comme disait Nicolas, il joue à des standards. Il est facilement dans les top 5, top 10 meilleurs défenseurs de la NHL chaque année. Et il l'a encore prouvé cette année, même si je trouve qu'il est parti un peu doucement. Il a vraiment, par contre, après, bien fonctionné. Et c'est vrai que malheureusement, il se blesse sur cette fin de saison. Et ça, je pense, ça a peut-être empêché Nashville de justement passer en play-off. Mais au final, ils ont quand même 2-3 bons jeunes dans leur équipe de développement. Et je pense l'an prochain, il faudra compter avec eux pour les play-offs. Messieurs, on va rester avec les défenseurs. On va parler de Yannis Moser, un défenseur qu'on a très bien connu, nous, avec le HC Bienne, qui en était à sa 2e saison en NHL avec les Coyotes de l'Arizona, l'une des pires équipes de la Ligue nationale. Une équipe également qui s'est débarrassée d'un défenseur gaucher à la date limite des transactions, avec un entraîneur qui est très bon pour développer des jeunes, André Tourini. Et on peut dire que Yannis Moser a pris un step-up, passer à la 2e vitesse. Nicolas, ton avis là-dessus? Oui, exactement. Puis je veux dire, dans le cas de Moser, c'est sa 2e saison dans la National Hockey League. Habituellement, c'est ta saison, on appelle ça ici, là, du côté de l'Amérique du Nord, on appelle ça la sophomore slump, c'est-à-dire la gang de la 2e année. C'est là un peu que tu fais face à la réalité. Tu n'es plus tout le temps sur l'adrénaline à chaque match. Là. Tu dois t'habituer à devenir un professionnel. Donc, habituellement, il y a toujours une baisse de production chez la majorité là, des joueurs de 2e année. Puis Moser, ce n'est pas du tout son cas. Il a continué sur la même lancée que l'année dernière. Bien évidemment, son défi va être de trouver de la constance, de trouver un rôle qui va bien lui aller, un rôle quand même stable. Ça n'a pas été le cas cette année. À un moment donné, il était sur le premier power play. On avait Clayton Keller qui était sur les lignes de côté. Keller revient. À ce moment-là, c'est Keller qui prend le premier jeu de puissance. Il y avait Shane Gottesbeer. Donc, là, il y a 2 défenseurs, Gottesbeer et Keller, qui sont partis. Ça ouvre beaucoup plus la porte à Moser. Là, c'est de trouver un moyen, comme je dis, de faire preuve de constance, de toujours être fiable dans sa zone. Ça, c'est primordial. Mais oui, belle production, belle avancée. Puis avec les Coyotes, la porte est ouverte. Là. C'est tout ce qu'on veut chez les Coyotes, des joueurs qui ne coûtent pas cher et qui fournissent. Donc, on va le mettre dans la bonne chaise de l'année prochaine, j'ai l'impression. 31 points cette saison. Laurent, est-ce que tu es surpris? Parce qu'on le connaissait ici. Sa dernière saison en Suisse, il avait eu de très bonnes statistiques offensives, mais de faire le saut aussi rapidement à NHL et de s'établir à sa 2e saison de si belle façon dans une mauvaise équipe, mais quand même, c'est l'un des points positifs de cette équipe de l'Arizona. Est-ce que tu es surpris? Oui et non. Je dirais, j'étais surpris plus l'an dernier. Quand il a fait sa saison l'an dernier, comment il est venu et qu'il est parti un peu en HL l'an dernier. Après, il s'est établi en NHL et il a bien joué. Je ne pensais pas qu'il allait y arriver si vite. Et on voit qu'après, il est... l'an dernier, je l'ai vu quelques performances où j'ai pu voir, on voyait le potentiel, on voyait qu'il avait quand même le niveau NHL et qu'il était encore jeune. Hein. C'est un jeune défenseur et c'est vrai qu'on sait que les défenseurs viennent à maturité plus tard. Et donc là, il a continué à progresser. Il fait penser à un degré moindre, hein, évidemment, à un Josi qui a progressé chaque année. Hein, ses premières années, il est parti doucement, il progresse. Et on peut penser qu'il va continuer à progresser et qu'il pourra s'établir sur un joueur, un très bon défenseur autour de 40-50 points par saison. Oui, évidemment, lui, son été va être important aussi dans son développement et on devrait le voir avec l'équipe de Suisse. Josi, c'est un point d'interrogation parce que ça dépend de son état de santé. Ce serait surprenant qu'un joueur ne participe pas à une course au play-off et que 3 semaines après, il soit du championnat du monde. Je serais très, très, très surpris. C'est pas très bien vu, disons, de la sorte. En plus, il a encore quand même pas mal d'années à Nashville. Je pense pas que Nashville lui permette d'y aller. Ouais, puis au-delà de lui permettre d'y aller, peu importe le joueur, quand tu reviens d'une blessure, tu as besoin d'un temps pour t'acclimater. Le championnat du monde, c'est pas le tournoi parfait là, pour revenir en forme. Là. Donc, retourne chez toi, fais un été normal d'entraînement, un bon été d'entraînement, reviens en force, puis écoute, on essaiera d'être des playoffs l'année prochaine plutôt de t'envoyer au championnat du monde.
Nicolas, je vais te poser une question piège parce que je sais qu'en Amérique du Nord, on parle très peu des Blue Jackets de Columbus, en particulier cette saison. C'était une saison compliquée. Mais il y a un jeune défenseur suisse qui a quand même fait ses débuts avec cette équipe cette saison, Tim Berni, 59 matchs. Est-ce que tu as quand même eu la chance de le voir jouer? Est-ce que tu as quand même un avis sur Tim Berni ou pas du tout? Très peu. Honnêtement, je sais qu'il a joué 59 matchs, mais ça a tellement été des portes tournantes cette année à Columbus avec les nombreux blessés. C'est une des équipes qui a été les plus éprouvées au niveau des blessés que pour Berni, ben écoute, tu te retrouves dans une chaise qui est tout le temps changeante. Peut-être aussi que tu es arrivé dans la National Hockey League dans la NHL un peu trop vite. Donc, ça complique beaucoup là, la tâche. Donc, non, je l'ai très, très peu vu jouer. Là. Je serais mal placé là, pour donner un avis sur ses performances. Il a 23 ans, donc il a encore le temps de se développer. En plus, c'était sa deuxième saison en Amérique du Nord, si je ne me trompe pas. Donc, on va lui laisser le temps là, à Bernier. Mais je suis curieux, il va y avoir beaucoup de changements là, du côté de Columbus l'année prochaine. Nouvel entraîneur-chef qui s'en vient. On a congédié Brad Larson. On lui a montré la porte ce matin, d'ailleurs. Donc, c'est une lutte. Ça va être à lui de se prouver parce que ça va être une lutte là, l'année prochaine pour se faire une place là, dans l'équipe. Laurent, j'ai un peu l'impression que pour Tim Berni, ça ressemble un peu à ce qu'a vécu Yannis Moser. Mauvaise équipe où il y a de la place pour s'établir, pour essayer des jeunes. Et il a eu l'occasion de se faire valoir à sa première saison. Et ça, c'est tout bénef pour un défenseur de 23 ans. Oui, alors ça, pour lui, c'est bénéfique. Après, je le connais moins que Moser. Moser, je l'avais plus identifié à Bienne déjà. Mm-hmm. Donc, j'avais pu voir Berni. Hein, il était de Zurich, hein, si je ne me trompe pas, quand il jouait en Suisse. Mais je pense qu'il a un peu moins de qualité offensive que Moser. Mais c'est vrai que c'est toute une chance de pouvoir jouer 59 matchs, peu importe, on va dire... dans l'équipe à 23 ans, mais ça va être dur quand même pour lui. Columbus, je pense qu'ils seront quand même bien meilleurs l'an prochain. C'est pas possible d'être pire de toute façon. Donc mais non, mais il va falloir qu'il gagne sa place, pour lui il va avoir je pense qu'il va peut-être venir au championnat du monde pour prendre de l'expérience avec l'équipe suisse et il faut qu'il fasse un gros été pour se développer, hein, ça c'est sûr. Ouais, et parfois, c'est de tomber au bon moment, au bon endroit, même si c'est pas l'équipe la plus sexy, entre guillemets, les Blue Jackets de Columbus. C'est une première expérience pour lui en NHL. Et comme on disait, ça peut n'être que bénéfique. Ouais, et il va devoir se prouver, c'est un nouvel entraîneur. Donc, tout est à recommencer. Ouais, exact. Mais de toute façon, à cet âge-là, quand t'es pas un premier choix ou que t'es pas un joueur déjà établi à 23 ans, tu dois te prouver chaque année. Il n'y a rien... Il y a rien qui était donné. J'allais dire, vient juste d'avoir fait 2 mois qu'il a 23 ans. Donc, la majorité de sa saison, elle a été de 22 ans. Habituellement, tu es souvent dans la Ligue américaine à 22 ans. Donc, il n'est pas... laissons-lui le temps, mais comme je dis, comme Laurent disait, gros été d'entraînement là, pour lui, c'est primordial. 3 joueurs qui sont en fin de contrat, messieurs. Pius Suter, Philippe Kourachev, Denis Malgin. Évidemment, Malgin va faire les playoffs. Je pense que les playoffs pourrait, s'il joue de gros playoffs, pourrait l'aider à signer un contrat pour la saison prochaine. Pius Suter sera agent libre sans compensation, lui qui a vu sa saison prendre fin avec les Red Wings de Détroit. 24 points cette saison. Pour Philippe Kourachev, 25 points cette saison. Lui aussi, fin de saison avec les Blackhawks de Chicago. Vous voyez l'avenir comment pour ces 3 joueurs? Ça, c'est une question à 100 francs quand même. Moi, j'aime bien Pius Suter, vraiment... Je trouve qu'il a quand même du hockey. Il a moins performé cette année que l'an dernier. Mais je pense qu'il trouvera un contrat. Et il peut progresser encore. Mais je ne peux plus... Personnellement, j'aime un peu moins Kourachev. Je le trouve un peu surcoté. Mais on verra. Je pense qu'il aura encore sa chance aussi, parce qu'il est quand même relativement jeune. Mais on va voir s'il reste dans son équipe. Et après, Malgin, je trouve qu'il était tellement fort en Suisse et il arrive quand même à avoir marqué un peu des points. Je pense que Collardo, ça peut lui correspondre et ça va dépendre, hein, tu l'as mentionné, des playoffs, et il avait été tellement bon en playoffs en Suisse les 2 dernières années qu'il pourra
Après, la NHL, c'est encore un autre niveau. Le niveau d'intensité des playoffs est encore autre chose. Donc, on verra. Mais ça peut être une belle occasion pour lui de se montrer et justement de gagner en crédibilité auprès de différentes organisations. C'est vrai que les performances de Malgin ont manqué à Zurich cette saison. Mais Nick, il a quand même utilisé le Colorado pour se relancer parce que c'était très compliqué à Toronto en début de saison. Et finalement, l'échange qui est passé un peu sous le silence en Amérique du Nord, échange très mineur. Ouais. Mais il a quand même réussi, dans un rôle secondaire, à avoir un impact moindre, pas à la hauteur d'un McKinnon ou d'un Rantanen, évidemment, mais un certain impact sur l'Avalanche du Colorado. Ouais, 17 points en 42 matchs. Offensivement, c'est bien. Bien évidemment, lorsqu'il a produit, c'est souvent lorsqu'il a été placé. On a tellement eu de blessés cette année chez l'Avalanche que Malgin s'est retrouvé dans une chaise qui n'est habituellement pas la sienne. Ça lui a bien été, a été en mesure d'aller chercher un peu de production à ce moment-là. Mais à long terme, je ne suis pas certain de Malgin. Je l'ai déjà dit, puis c'est un joueur qui doit jouer sur les 2 premiers trios pour produire. Ce n'est pas un joueur qui est dans le moule nord-américain du 3e, 4e trio. Donc, avec l'Avalanche l'année prochaine, j'ai des doutes. Honnêtement, soyez pas surpris de le voir revenir en Suisse parce que dans la NHL, il va devoir accepter un contrat vraiment pas loin du salaire minimum. Donc, je ne serais pas surpris. Dans le cas de Kourachev, à sa défense, qui a produit cette année à Chicago? S'il y avait un joueur qui... C'est ça. S'il y avait un joueur qui produisait cette année à Chicago, il l'échangeait le plus rapidement possible. Donc, quand on regarde ça dans les joueurs qui sont encore là, il termine, je pense, 5e marqueur de l'équipe environ. Là, donc, c'est encore un joueur bon Kourachev. Il a quoi? Il a dans 25 ans environ? 23, 24. Ouais, j'aurais dit autour des 24, 23, ouais. Il va avoir 24 au début de la prochaine saison. Donc, oui, de toute façon, à Chicago, on n'a pas vraiment les moyens de se mettre à aller piger sur le marché des joueurs autonomes alors qu'on veut faire une vraie reconstruction avec de vrais bons choix. Donc, je pense que Kourachev va avoir un contrat, à mon avis, l'année prochaine. Tu as besoin de remplir des maillots aussi. Tu as besoin d'avoir 23 joueurs et tu as besoin d'avoir quelques joueurs de la Ligue nationale aussi. Et clairement, les dernières années, il s'est établi à Chicago. Oui. Le Suter, Nick? Oui, je pense. Lui, il est joueur autonome avec compensation. Sans compensation. Moi, c'est un autre débat. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il va devoir accepter un rôle de soutien, 13e attaquant, rôle sur un 4e bloc. Mais je suis pas certain qu'il va avoir que les équipes vont le voir comme un joueur potentiellement offensif sur les premiers trios. Il a été chanceux quand il est arrivé à Chicago parce qu'avec toutes les blessures, il a joué longtemps avec DeBrincat et Kane. Ouais, ça aide. Mais il aurait dû d'ailleurs, je sais pas si c'était son meilleur choix d'aller à Détroit d'ailleurs. Mais après, je sais pas quel genre de contrat, quelle offre il avait de Chicago. Mais... Est-ce qu'il avait... Je pense qu'il n'avait pas d'offre. Je pense qu'on ne lui a pas fait d'offre qualificative, si je ne me trompe pas. Donc à ce moment-là, écoute, tu prends ce qui passe. C'est à lui... Tu as bien résumé ça, Jonathan. C'est à lui de se prouver défensivement. C'est à lui d'être un joueur fiable. Parce que oui, lui aussi, les 2 premiers trios, là, c'est pas vraiment à sa portée, là, je pense pas. Là. Non. Et je pense que c'est le genre de joueur, on va voir s'il pourra s'établir, mais 4e trio, je le vois mal. Après, s'il arrive à peut-être à matcher sur un 3e trio, à progresser un peu défensivement, peut-être que ça peut être... si vraiment lui, il le décide, ça va dépendre de lui, de sa volonté à justement faire ses efforts défensifs et à sacrifier un petit peu de son attaque, de sa volonté à jouer offensif. Mais sinon, dans 1 ou 2 ans, il va se retrouver en Suisse et ça sera un des meilleurs joueurs de la Ligue suisse. J'allais dire, ce qui est évident, c'est qu'il ne va pas re-signer pour 3,25 millions de dollars. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là. Mais il y a peut-être justement cet aspect financier aussi. Si Malgin, si Suter sont autour du salaire minimum, autour d'1 million, en sachant toutes les déductions que tu as dans la Ligue nationale de hockey, les impôts, les ci, les ça, c'est tellement énorme qu'au final, le salaire net peut être peut-être plus bas ou sensiblement pareil à ce qu'il gagnerait à Zurich, parce que les deux sont des joueurs qui appartenaient aux ZSC Lions, donc à Zurich. Et les deux, imaginez Zurich avec Suter et Malgin, c'est une autre équipe. Mais peut-être que le confort de la Suisse, parce qu'on s'entend que c'est quand même un confort de jouer en Suisse. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Le niveau de la Ligue, le salaire, ça peut peut-être jouer aussi dans la décision. Ouais.
Moi, il y a déjà un joueur qui m'a dit, un défenseur qui m'a dit, avait décidé d'aller jouer en Suisse, avait des offres dans la NHL, mais a décidé d'aller jouer en Suisse. C'est un Canadien. Et il m'a dit, écoute, ça me revient le même salaire. Au final, là, ce qu'il avait comme offre dans la NHL ou aller jouer en Suisse, une fois les impôts passés, c'était le même salaire. Puis comme vous avez dit, avec le confort de la Suisse, moins de matchs, tout est proche. On n'a pas de vol d'avion pendant 10 jours sur la route. Donc, et les montagnes, hein? Donc, il a pris le choix de la Suisse. Donc, moi, je ne connais pas votre réalité, mais elle a l'air très, très, très intéressante. D'ailleurs, je vais aller vous visiter cet été. Je vous l'annonce en primeur. Là. Ouais. on va bien te faire découvrir notre beau pays, notre belle Suisse. Mais je ne sais pas si on parle du même défenseur, mais moi, j'avais discuté avec Marc-André Bergeron. Ah, c'est lui. Parce qu'ici, il est très connu. Il avait gagné d'ailleurs meilleur défenseur à l'une de ses saisons avec Zurich, justement. Et il m'avait dit, on était en entrevue, il avait dit j'ai repris goût à jouer au hockey en Suisse. Oui, il avait adoré ça. Puis il me disait les enfants, l'école, tout était bien. En plus, pour un Marc-André Bergeron qui parle français, la Suisse, t'es pas totalement dépaysé. T'es pas en Russie, t'es pas en Autriche. Bon, après, à Zurich, il parlait surtout anglais. Mais, ouais. Mais il parle anglais. Je veux dire, l'anglais, ça, c'est la langue officielle de la NHL. De toute façon, il est élevé là-dedans, mais je te parle peut-être des pays moins où la langue est moins familière, là, un peu. Là. Oui, j'avoue que c'est assez différent. Même si l'allemand est très loin du québécois, reste que le russe et je pense le suisse-allemand, oui. Ah, c'est pire le suisse-allemand, mais je pense que le russe est encore plus loin. Messieurs, avant d'attaquer les 3 joueurs des Devils du New Jersey, on va parler de Kevin Fiala. Lui aussi, il a été un peu ralenti par les blessures. Mais la grande question, c'était est-ce qu'il est capable de refaire ce qu'il a fait avec le Wild du Minnesota la saison dernière? Son échange et sa signature à Los Angeles étaient un point positif connaissant l'effectif de Los Angeles qui est en montée. Et honnêtement, moi, je suis assez satisfait de sa saison. Il a prouvé que les standards qu'il a établis au Minnesota, il est capable de les réaliser aussi à LA. Oui, exactement. Moi, j'ai adoré sa saison. J'avais dit qu'à mon avis, Fiala pouvait atteindre les 90 points. Lorsqu'on regarde sa production, c'est pas très loin de ça. Et ce qu'il a fait à Los Angeles, puis ça, c'est à sa première saison à Los Angeles. Les premières saisons, c'est toujours plus difficile habituellement. Regardez Johnny Gaudreau cette année, regardez Jonathan Huberdeau chez les Flames de Calgary, c'est toujours plus difficile. Puis Fiala, il a maintenu le même rythme de production dans une nouvelle équipe et, comme il l'a fait au Minnesota, pas toujours en étant sur les premiers trios. Parfois, il était sur le 3e trio, parfois sur le 2e trio, était mélangé, était changé et il continuait à produire. J'ai adoré son année à Fiala. Il n'y a que du positif pour lui à venir dans une équipe qui est en montée comme les Kings. Là. Puis reste que la ligne de centre, je prends surtout les premiers centres, Kopitar, Dano. Il peut se concentrer uniquement sur l'offensive. C'est parfait pour un joueur comme ça. Non, mais c'est un joueur en plus très dynamique et les Kings ont un jeu comme ça aussi. Donc ça allait bien dans cette équipe, je trouve. Et c'est vrai qu'il a fait c'est un joueur établi maintenant et avec son énorme contrat, parce qu'il a quand même eu un énorme contrat à Los Angeles et il l'a bien assumé. C'est pas évident toujours de bien assumer quand on a un contrat si long et qu'on a autant d'argent. Donc il l'a bien assumé, il a bien joué. Il a fait, je crois, 69 matchs. Hein. Il lui manque quelques matchs et c'est pour ça qu'il est un peu moins produit, mais il aurait été proche des 90 points cette année. Ouais. Messieurs, pour terminer, les 3 joueurs des Devils du New Jersey, on va commencer par Timo Meier parce qu'il a fait seulement une partie de la saison avec les Devils, mais c'est le premier joueur suisse à avoir atteint le plateau des 40 buts. Et encore, il s'établit comme l'un des meilleurs, comme un sniper de la NHL, là, comme un buteur, un véritable buteur. Et malgré tout, Timo Meier, ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais il est encore tout jeune dans la Ligue nationale. Là. Il est dans ses meilleures années. Absolument, absolument. Et c'est quelle acquisition de la part des Devils. Parfois, on dit qu'il faut que tu essaies de trouver le joueur parfait pour ton équipe. Puis Meier, c'est vraiment ce qu'il est pour les Devils. Bon, a maintenu plus ou moins sa production d'San Jose avec les Devils là, au niveau de la production moyenne. Ce qui est encourageant parce que quand tu intègres une nouvelle équipe, il y a tout le temps une période d'adaptation à laquelle tu dois passer à travers. Même maintenu à peu près le même pourcentage de tir. Donc, comme tu dis, c'est un joueur fiable qui tire environ là, à 12% d'efficacité.
Non, c'est vraiment positif pour Maier. Le meilleur est à venir pour lui. J'ai hâte de le voir en séries éliminatoires. Ce ne sera pas de la tarte, bien évidemment, en première ronde contre les Rangers. Donc, mais non, Maier, belle saison. Continue sa progression. Continue de prouver là, qu'il est un joueur capable d'aller chercher un point par match environ. Là, parce que 52 points cette année en 57 matchs avec une des pires équipes de la Ligue, les Sharks, c'était déjà très bon. Là. Jonas Siegenthaler, Laurent, dans une brigade défensive comme les Devils du New Jersey, qui a énormément de talent, mais beaucoup de talent offensif aussi. On peut penser à Dougie Hamilton, le jeune Luke Hughes plutôt, qui vient d'entrer dans l'équipe. Et éventuellement l'an prochain, Simon Nemec. Des gars, on peut penser aussi à Damon Severson. Un gars comme Jonas Siegenthaler a une importance capitale dans une équipe comme ça. C'est un stay-at-home defenseman, mais tu en as besoin pour contrebalancer parfois les erreurs qui peuvent être commises de l'autre côté. Non, en plus, il s'est vraiment établi, comme tu dis, c'est vraiment un joueur plus à profil défensif, mais qui est propre aussi dans sa première passe. Et il a vraiment bien progressé. Il a mis un peu du temps à s'établir. Il est passé par la AHL quand il était à Washington. Et maintenant, depuis 2-3 saisons, je trouve qu'il est performant, il joue bien, et il monte en puissance en même temps que cette équipe des Devils. Cette année, il fait 21 points, il a un plus-minus de plus 27, donc il est présent, il est important, il joue bien, il fait partie de ces joueurs qu'on voit moins, qu'on identifie moins si on ne fait pas attention, mais qui sont importants. Finalement, on va parler de Nico Hischier, évidemment, qui a connu sa meilleure saison en carrière, 80 points. J'ai l'impression que Nico Hischier est clairement à l'image des Devils du New Jersey. Année après année, c'est step by step. Et là, vraiment, comme toute l'équipe, il a atteint le niveau supérieur. Jonathan, veux-tu qu'on se transporte? On retourne en septembre, toi puis moi? Vas-y. Ouais. Le balado qu'on avait enregistré, toi, moi et Stéphane, en septembre, et toi et Stéphane aviez dit « Je crois pas qu'un jour, Nico Hischier sera un marqueur de 80 points. » Et j'avais soulevé le bémol, j'avais dit non, moi je crois qu'il peut atteindre, en progression, les Devils sont en progression et je crois que le 80 points est une cible pour lui cette année. Bon, j'ai eu raison. Alors c'est ça. Nick, mea culpa à Nico Hischier, mais je préfère qu'il me fasse mentir de la sorte que le contraire. Oui, exactement. Non, belle saison pour Nico Hischier, puis tu vois que c'est une ligne de centre qui est vraiment intéressante avec lui et Jack Hughes, donc tu as vraiment le joueur très offensif à Jack Hughes. Puis tu as Nico Hischier qui affronte à ce moment-là peut-être pas les meilleurs éléments adverses, mais qui, lorsqu'il doit le faire, est tellement efficace dans sa propre zone. Et en plus, après ça, tu rajoutes justement ses aptitudes offensives qui ne font que s'améliorer. Comme on dit, c'est un one-two punch vraiment incroyable pour les Devils. Cette équipe-là va être très bonne longtemps. Elle a vraiment explosé cette année. Là, puis le meilleur est vraiment à venir. Ce n'est que le début là, pour les Devils. Messieurs, on a fait le tour des joueurs suisses. Maintenant, on va parler des playoffs en commençant avec la conférence de l'Est. Une conférence qui a été dominée par les Bruins de Boston, on va être honnête. Une ligue qui a été dominée par Boston. On a besoin d'être honnête. Hein. Les gens ont pu le voir. C'est ça, c'est juste la meilleure saison de tous les temps, à peu près, rien de moins. Là, donc, ou du moins depuis longtemps, là, depuis les années, les années 2000. Je sais que le Lightning avait été très bon en 2018-2019, mais je pense que c'est encore mieux chez les Bruins cette année. Je trouve ça intéressant que tu amènes le Lightning parce qu'ils avaient signé 62 victoires, qui est à égalité le record du nombre de victoires dans une saison. Les Bruins viennent de remporter 65 victoires, donc 3 de plus. Mais cette saison-là, en 2019-2020, le Lightning de Tampa Bay s'était fait éliminer en 4 matchs par les Blue Jackets de Columbus. Cette année... 2018-2019. Oui, parce que 2019-2020, c'était l'année COVID. Donc, 2018-2019, oui. C'était le bubble dans la NHL 2020. Oui. Donc, la première Coupe cette année du Lightning, d'ailleurs, qui avait beaucoup appris de cette défaite en première ronde. Mais j'ai pas l'impression qu'on va assister au même scénario du côté des Bruins avec toute l'expérience et le leadership qu'on a. Je sais pas si tu as le même sentiment parce qu'ils vont affronter les Panthers de la Floride au premier tour. Alors, c'est un Vas-y, Nicolas. Non, j'allais juste dire... Tu parlais du Lightning, mais j'ajouterais à ça les Red Wings de Détroit qui étaient aussi propriétaires du record de 62 victoires à égalité en 95-96. Et autant dans le cas du Lightning
que des Red Wings à l'époque. C'était deux équipes qui étaient en pleine montée, qui commençaient vraiment à asser leur domination, puis qu'une fois en séries éliminatoires, se sont assis sur leur laurier un peu. Là. Donc, on avait été éliminés. Bon, les Devils, c'était contre l'Avalanche. On se souvient que l'Avalanche, c'était les Nordiques, c'était Pratique Roy. Et on avait affronté une équipe pas mal plus redoutable que ce que les Blue Jackets étaient en 2018-2019. Mais oui, et là, Laurent, je t'envoie la POC, mais cette équipe des Bruins a tellement d'expérience. C'est Patrice Bergeron, c'est David Pastrnak. C'est une équipe qui, chaque fois qu'il lui arrive un pépin, il y a quelqu'un qui prend la relève. Ça en est fascinant. Donc, non, tu as bien résumé ça. Là. C'est toute une équipe. Oui, c'est ça. Moi, je suis plus grand fan de Patrick Bergeron. J'adore. Le joueur, il fait tout, il sait tout faire. C'est un leader incroyable. Donc, ils sont menés par un joueur comme ça. Après, on a des Pastrnak, on a des Brad Marchand. Après, en défense, ils ont une top défense aussi, McAvoy. Ils ont vraiment des... et on parle même pas de leur gardien, qui a été exceptionnel. Ullmark a fait 49 matchs, il a 40 victoires. C'est le pourcentage de matchs joués et de victoires, il est incroyable. Je crois qu'il a 93,8% d'arrêt. Et après, son backup, il est exceptionnel. Il a été incroyable aussi depuis. Il a commencé un peu moins bien, Swayman, mais il a vraiment après été excellent sur la fin d'année. Donc, ils peuvent jouer même sur les deux gardiens. Ils n'arrivent pas fatigués, par exemple, les gardiens. Ils n'ont pas été surmenés. Ils ont de la profondeur. Ils sont allés chercher à la deadline. Ils sont allés chercher des joueurs comme Bertuzzi qui ont quand même de l'impact. Par contre, ils ont Hall qui est blessé. Alors, je ne sais pas s'il revient pour les playoffs, Taylor Hall. Oui, ça devrait être. Non, il est revenu. Là. Il a joué un match ou deux. Là. Ça, j'ai pas fait attention ça sur la fin, mais je savais qu'il devait revenir pour les playoffs. Mais voilà, il dominait quand même sans un joueur comme Terrell, qui est quand même normalement un top 6 dans une équipe. Donc là, même, il va peut-être jouer un rôle en troisième ligne. Et donc, ça va imaginer une troisième ligne avec un Taylor. Ils ont des Foligno. Foligno aussi, lui, par contre, il est out depuis longtemps, non? Oui, exactement. Je n'ai pas la date, là, mais Hall se confirme. Là, il jouait contre les Canadiens lors du dernier match de saison. Là. Donc, Foligno, je ne suis pas certain. Et on n'a même pas parlé de Dimitri Orlov, qui a été une acquisition incroyable. C'est exactement, j'allais venir. C'était lui, il est passé aussi. C'est très intelligent comme recrue. Ça amène de la profondeur et de la qualité dans les défenseurs de Boston qui étaient déjà bonnes. Donc, ils ont Lindholm. Non, ils ont vraiment ils ont une équipe complète. On ne fait pas 65 victoires dans la NHL si on n'est pas complet. Après, les playoffs, c'est encore autre chose, mais je pense qu'ils sont en mission cette année. Donc, ça va être quelque chose à voir. Je trouve intéressant. Vas-y, Nicolas. Je disais, ça va toujours dépendre des blessures, bien évidemment, mais il n'y a pas de faiblesse. Tu parlais de Hall, où ça va être Bertuzzi sur la deuxième ligne, où ça va être Hall. La profondeur de cette équipe-là. On a été chercher des éléments, comme on dit, du papier sablé, là, en plus pour les séries éliminatoires, un Garnett Holloway, des joueurs comme ça qui vont jouer sur la quatrième ligne. Cette équipe-là, moi, personnellement, je la voyais hors des séries éliminatoires cette année parce qu'on devait commencer l'année sans Marchand, sans McAvoy. Opéré de la hanche, Oui, exactement. Sans Matt Grzelcyk. On ne savait pas comment ces joueurs-là allaient répondre. Et là, soudainement, tu regardes cette équipe-là puis il n'y a pas de faiblesse. Je ne sais pas comment j'ai pu évaluer ça de la sorte. Visiblement, mon jugement a erré là-dessus, mais cette équipe-là... Non, mais déjà, par rapport à l'an dernier, Nicolas, ils ont récupéré Krejci, qui était en Europe, qui avait fait une saison en Europe. Et lui, il a décidé de revenir pour pas cher. Il s'est mis en forme. Et c'est quelqu'un qui a joué toute sa carrière à Boston, qui a gagné un titre, une Stanley Cup avec Boston. Il est revenu à un très bon niveau. Personne, je pense, s'attendait à qu'il revienne à un niveau comme ça. Il a, on va dire, solidifié une ligne à lui tout seul. Après, on a Bergeron, on ne sait plus dans quel état il était. Il était quand même fatigué, il avait des blessures. Donc, tout le monde mettait en doute. Et il revient, il est au top niveau. Après ça, on a Brad Marchand, qui est quand même usé, qui a une opération de la hanche. Donc, je comprends comment tu as pu penser ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même... J'essaie de te défendre, t'as vu, je suis cool. Oui, j'apprécie. Non, mais... Et il y a McAvoy qui est blessé aussi, donc il y a tout ça qui fait... Et les gardiens, oui, ils sont bons, mais ils n'avaient jamais produit à ce niveau-là, les deux gardiens. Et ça fait toute une différence aussi. Et là, il y a tout qui se met en place, et voilà, quoi. Et ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y avait un nouvel entraîneur-chef aussi qui s'amenait derrière le banc, Jim Montgomery. Et on remplaçait Bruce Cassidy, qui
est un dur, qui est un quand même, et qui a une structure défensive à laquelle il faut suivre. Et je pense que le message passait plus ou moins dans le vestiaire. C'est ce qu'on a senti. C'est peut-être aussi pour ça que Krejci a été faire une année aussi en Europe. Et Jim Montgomery est arrivé et au lieu de vouloir tout changer puis tout mettre à sa couleur à lui, à Montgomery, il a écouté ses vétérans. Ses vétérans lui ont dit, écoute, embarque dans le train, là, embarque avec nous, dirige, mais on te donne une Ferrari, là, fais juste pas la mettre dans le clos, là, dans le champ. Donc, c'est un peu ce qu'on lui a dit et Montgomery s'est très, très bien acclimaté à ça. Et c'est un player's coach aussi, Montgomery. Donc, à ce moment-là, a gagné, on dirait, semble avoir gagné rapidement son vestiaire et tout a fonctionné, tout est tombé en place. Bon, quand tu as un tel leadership qu'il y a à Boston, Bergeron, Foligno, c'est un leader, il était capitaine à Blue Jacket avant. Hein. Il y a quand même Marchand, c'est un leader. On a vraiment une équipe qui, quand tu es mené par tel leader et que le coach il est intelligent et il gère ça, et ben la vie elle est quand même simple, hein, je pense, pour un coach comme ouais. Il est content d'arriver leader dans un vestiaire, on a un leader comme Bergeron. Hein. Mais d'ailleurs, justement, ses propos à la fin de la saison lui parlaient du record de victoires, du record de points et tout. Puis c'est pas un gars qui s'enflamme avec ces records-là. Il dit non, le travail, il y a beaucoup encore de travail à faire pour notre équipe. Et il ramène tout le monde sur terre. Et je pense que cette équipe-là, surtout avec la saison qu'ils ont connue, ils ont besoin d'être ramenés sur terre. Et Bergeron est le gars et le joueur parfait, l'homme parfait pour ça. Mais messieurs, je nous écoute parler de Boston, aucune faiblesse. Est-ce qu'il y a un élément des Panthers de la Floride qui peut embêter les Bruins de Boston? Moi, le seul qui me vient en tête, c'est Matthew Tkachuk parce que c'est un des joueurs que je détesterais le plus affronter si j'étais une équipe de la Ligue nationale de hockey parce qu'on connaît son talent offensif, mais surtout le petit grit qui vient avec, le côté physique. C'est un gars qui peut avoir du répondant à Brad Marchand sans être peut-être aussi controversé que Brad Marchand. Mais il est bien controversé, mais pour l'instant, il n'a toujours pas craché sur quelqu'un, embrassé quelqu'un. Donc, mais est-ce qu'il y a un élément des Panthers qui peut venir brouiller peut-être un peu les cartes de cette première ronde? Moi, je dirais quand même, il y a peut-être Bobrovsky, le gardien. Gardien de Florida, il faut qu'il joue. Non. S'il joue, parce que c'est pas lui qui a terminé la saison. C'est vrai. C'est Alex Ryan. C'est vrai. Et lui, il a très bien joué. D'ailleurs, il a bien fini la saison. Oui, c'est incroyable. Donc, mais je pense qu'ils vont peut-être pas partir avec Bobrovsky, mais c'est possible qu'ils le remettent à un moment donné. Ouais. Et je pense que il faudra qu'il joue exceptionnellement bien si Florida veut pouvoir sortir Boston. Pour moi, c'est le facteur X. Parce que sinon, je vois pas comment, même Tkachuk, aussi peste qu'il peut être, aussi bon qu'il peut être, parce que c'est un joueur incroyable. Hein. Il a combien 110 points. Je ne sais plus combien il fait de points cette année, mais il a plus de 100 points. Il fait une saison incroyable. Donc, mais voilà, je pense que ça doit venir des gardiens Florida, parce que sinon, ça va être dur pour eux quand même. Ouais, non, je vois pas comment la Floride peut passer à travers cette série-là. Même on a un Alexander Barkov qui est vraiment taillé lui aussi pour les séries éliminatoires en matière de jeu des deux côtés de la patinoire. On a des bons éléments chez les Panthers. On s'attendait à une meilleure saison que ça chez les Panthers, mais écoute, il n'y a rien d'impossible. Écoutez, comme on dit, comme Laurent dit, si le gardien vole la série, ça s'est déjà vu. Mais j'y crois pas. Donc, je pense que ça va quand même être rapide là, comme série, celle-là. Oui, puis il y a un élément aussi qui va manquer aux Panthers par rapport à la saison dernière où ils avaient bien performé dans leur première ronde, où ils avaient presque pensé à la première ronde. Il y avait un Mackenzie Weegar aussi qui jouait du très, très bon hockey qu'on a perdu cet été du côté de Calgary dans l'échange avec Matthew Tkachuk. C'est le genre d'élément justement qui aurait été important, je pense, dans une série contre les Bruins. Parce que oui, Tkachuk amène peut-être un élément qu'on n'avait pas en playoff la saison dernière, mais par contre, Weegar enlève un élément qu'on avait. Et les Panthers, ça a tellement été des hauts et des bas toute la saison que moi non plus, je vois pas trop. Mais ils finissent bien quand même. Ils finissent, je crois, sur... Ils sont quoi? Sur 7-8 victoires en... Dans ce coin-là, ouais. Dans ce coin-là, ouais. Ils étaient vraiment... Ils se sont réveillés sur la fin, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils accrochent... parce qu'au début, ils n'y étaient même pas sur la wildcard, sur la dernière wildcard. Donc, ils sont en mieux, mais Boston est tellement fort que
Ça va être dur pour eux. Ouais, Ça va être dur. parce que là, ils finissent évidemment sur 2 défaites consécutives. Si on regarde leurs 10 derniers matchs, c'est 6 victoires. Mais par contre, je pense qu'ils étaient sur une série là, de 7 ou 8 matchs consécutifs avec au moins un point. C'est d'ailleurs ce qui leur a permis de se qualifier en playoff. Messieurs, deuxième série, les Carolina Hurricanes contre les New York Islanders. Encore là, tout semble pointer en direction des Hurricanes de la Caroline. La question que je vous pose, est-ce que les Islanders ont ce qu'il faut pour causer une surprise dans ce premier tour? Nick? Oui. Et là, est-ce que tu parles que du gardien de but? Oui. Non. Système. Souvenez-vous des Islanders. On a raté les séries éliminatoires l'année dernière, mais souvenez-vous que les 2 années précédentes, les Islanders de New York ont atteint la demi-finale. C'est une équipe qui est taillée pour les séries éliminatoires. Ça ne fonctionne pas toujours bien en saison, mais en séries éliminatoires, c'est une équipe qui a été construite pour ça. On a Ilya Sorokin, comme vous dites, qui est dans le top 3 de la NHL. J'ai pas aimé la fin de saison des Hurricanes. Et on le sait, je parle des gardiens d'un côté. De l'autre côté, les Hurricanes, c'est tout à la chaise musicale à savoir lequel va être à l'infirmerie le premier, lequel va se blesser. Puis les Hurricanes, malheureusement, pour eux, cette équipe-là aurait dû être vraiment plus dominante, avoir un Max Pacioretty, et on n'a pas pu tant s'améliorer que ça à la date limite des transactions parce que, justement, Pacioretty s'est blessé. Donc, je crois que ça va être une longue série. Puis si j'ai à choisir une surprise majeure dans ce premier tour de playoff, c'est celle-là. Je dis pas que ça va arriver, là. Je me mouille pas tant que ça, là. Mais si tu me poses la question, est-ce que les Islanders peuvent amener cette série-là en 7 matchs? Absolument. C'est hyper intéressant, oui, parce qu'on vient de faire, nous, nos pronostics, d'ailleurs, qui vont paraître lundi. Je ne sais pas exactement à quel moment Overtime NHL va paraître, si ce sera avant ou après notre article, mais on prend justement nos pronostics. Laurent, tu es allé aussi dans cette direction, Caroline en 7. Moi, je suis allé avec Caroline en 4, simplement parce que je pense que les Hurricanes sont mûrs pour faire un bout de chemin, même si leur fin de saison n'était pas top. Reste que cette équipe-là, devant et derrière, c'est bon. Oui, devant le filet, c'est peut-être un point d'interrogation. Mais je me disais, les Islanders, j'ai pas aimé non plus leur fin de saison. Honnêtement, il y a des matchs que je m'attendais à les voir plus forts, qu'ils ont galéré. Matthew Barzal absent, ça joue aussi. Bo Horvat, je l'ai trouvé moins bon qu'à Vancouver, moins transcendant qu'à Vancouver, peut-être avec un rôle différent, mais son leadership est quand même là et est important. Mais je sais pas, vous êtes allé dans la même direction. Moi, je suis allé peut-être plus à sens unique vers la Caroline. Tu as les mêmes raisons que Nick moi, pour je pense que la longue série? Oui, parce que je mets une longue série parce que par rapport à l'expérience et au jeu et au succès, et je reviens sur le fait que c'est une équipe qui va être dure à jouer contre en play-off et avec un bon gardien derrière. Donc avec un bon gardien et quand c'est dur, par contre, ils sont quand même lents par rapport aux Carolina Hurricanes qui sont quand même une équipe qui est dynamique et je pense que quand même au niveau talent qui est bien plus armé. Donc c'est pour ça que je mets quand même Carolina. L'an dernier, je pense qu'ils avaient quand même passé un tour, Carolina. Ouais, ils avaient perdu en deuxième tour contre New York. Ouais. Ils prennent de l'expérience, ils grandissent. Brind'Amour, pour moi, c'est quand même un top coach. Donc je les vois quand même passer. Mais dans la difficulté parce que Islanders ne leur donnera rien. Non, absolument. Super intéressant, messieurs. J'ai hâte que ça commence. Là, on en parle. Puis plus on en parle, plus ça me donne envie. Messieurs, Toronto-Tampa Bay. Toronto-Tampa Bay. Prise 2. Est-ce que Toronto va passer enfin le premier tour? Ça, c'est la grande question. Écoute. Moi, je me souviens que l'année passée, j'ai misé contre Tampa Bay sur les 2 premiers tours et ils m'ont fait mentir les 2 premiers tours. Est-ce qu'on peut se permettre de miser contre Tampa Bay encore cette année? S'il y a une année où les Maple Leafs, depuis 2004, pourraient peut-être, possiblement, éventuellement... Tu te mouilles pas, il ne faut pas se mouiller. Et utiliser tout le vocabulaire là, du Larousse, là, mais pourraient passer à travers la première ronde, ce qu'ils n'ont pas fait depuis 2004, c'est cette année. Cette équipe-là des Maple Leafs, elle a été construite intelligemment. C'est une équipe qui est dangereuse. On a vraiment ajouté du papier sablé, des joueurs de soutien qui ont un rôle précis. On a ajouté Ryan O'Reilly qui, juste sur les mises au jeu, il est excellent sur les mises au jeu. Donc, lorsque tu commences ta possession de ta présence avec la rondelle, ça aide.
Et la fin de saison du Lightning a été très difficile. On a été chercher, on a payé un prix de fou pour aller chercher Tanner Jeannot. Devrait rater une partie des séries éliminatoires en plus. Cette équipe-là a joué beaucoup de hockey là, depuis les séries dans la bulle. Non, c'est cette année, je crois, je me mouille, je pense que on n'ose pas le faire ici parce que c'est tout à drôle de voir les Maple Leafs s'écraser en première ronde, là, mais ouais, Toronto en 6. Alors, ouais, les deux, on est allés aussi du côté de Toronto, ouais, Laurent. Moi, je suis même allé jusqu'à Toronto en 5. Je pense qu'il y aura pas débat. Je pense qu'il n'y aura pas débat. Tampa est quand même... Il y a le facteur X Vasilevski qui est exceptionnel et on voit qu'il est remonté en puissance, mais il ne pourra pas faire tout seul, je pense. Et Toronto est trop bien équilibré cette année. Ils ont, oui, les gardiens à Toronto. On a quand même, ça sera quand même une problématique pour aller la gagner, la Coupe Stanley, mais le reste est quand même fort. Matthews, je pense qu'il va livrer en playoff aussi. Il a fait une moins bonne saison au niveau comptable, mais il sera présent. Ils ont Tavares, s'il se blesse pas, qui est présent en playoff. Voilà, moi je pense qu'ils vont gagner. Je les mets en 5 sur ce match. Je me mouille moi complètement. Et là, vous comprenez le risque de la chose. C'est-à-dire que là, on est en train de surestimer. Il n'y a rien de pire que de dire au Lightning de Tampa Bay, vous êtes clairement les sous-estimés dans cette série-là. Ça va les allumer. Je pense pas qu'ils nous écoutent. Mais bon, non. Alors peut-être mon ami Pierre-Édouard Bellemare, il m'écoute, mais je sais pas. Oui, peut-être, exactement. mais je veux dire, cette équipe-là a tellement de caractère qu'en plus, s'ils se font dire non, vous allez perdre, ça se peut que ça rebondisse. Comme je dis, j'y vais avec Toronto, mais on est toujours... C'est comme un jeu de domino, hein, Toronto. Hein. Lorsqu'il y en a un qui se met à tomber, ça tombe tout le temps. On verra, là, mais ça va être toute une série, celle-là aussi. Oui, puis ça avait été, d'ailleurs, Tampa Bay avait été revenu de l'arrière l'an passé pour l'emporter en 7 matchs. Les dominos. Exactement, mais moi, je me suis dit, j'ai évalué cette série-là en me disant, les deux équipes se sont rendues en 7 matchs la saison dernière, Tampa Bay a gagné. Est-ce que Toronto est meilleur que l'an passé? Oui. Est-ce que Tampa Bay est meilleur que l'an passé? Pour moi, ils ont fait un peu du surplace et peut-être physiquement un peu et peut-être mentalement aussi un peu plus épuisé. Et c'est pour ça que la balance a penché du côté de Toronto. Mais écoute, j'ai de la difficulté à miser contre le Lightning quand même parce que justement, ils en montrent tellement du caractère depuis 3 saisons qu'ils pourraient encore là nous surprendre. Et le facteur X, Vasilevski, mais aussi le facteur Y devant la cage des Maple Leafs, ça aussi, c'est un très, très gros point d'interrogation. Je pense que devant la... Vas-y. Est-ce que je suis le seul qui l'aime, Ilya Samsonov? Si. Ouais, mais est-ce qu'il reste en santé? Moi, c'est surtout ça ma question. Ouais, je suis d'accord pour le point. Non, il est bon, Samsonov, je suis d'accord avec toi. C'est ça, mais il y a un moment donné, cette année aussi, il s'est absenté parce que je pense que son épouse a donné naissance aussi. Là, donc, regardez, on parle toujours de la défensive, des carences défensives des Maple Leafs. Ils sont 7e cette année défensivement. Là, il y a présentement l'opinion, la réputation des Maple Leafs, c'est pas celle-là. On parle des gardiens de but, oubliez Matt Murray, mais si Ilya Samsonov reste en santé, c'est un gardien numéro 1 de qualité dans la NHL. Moi, personnellement, c'est pas un problème, les gardiens de but à Toronto cette année. Ben, moi, mon point était plus du fait que là, Matt Murray est blessé. Samsonov n'est pas à 100% ou n'était pas à 100% sur la fin de la saison. Et derrière, il n'y a rien. Samsonov, pour moi, je l'aime beaucoup plus que Matt Murray. Là-dessus, je partage 100% ton avis. Mais parce que c'était compliqué la fin de saison devant la cage des Maple Leafs. Pas par le talent de Samsonov, mais par les blessures. Et encore là, on en parlait pour Boston. S'il y a des blessés, ça peut changer un peu l'alignement. Mais Toronto, s'ils perdent leur premier gardien, il n'y a pas de backup. Là. Donc, je suis pas d'accord. Joseph Woll, qui a passé l'année dans la AHL, très beau potentiel de gardien. T'sais, on en a eu des histoires comme ça où le gardien de la AHL se présente en relève en séries éliminatoires. Écoutez, cette année, le Wold dans la NHL, 6 victoires, 1 défaite. Moyenne de buts alloués à 2,16, pourcentage d'efficacité à 932. C'est des chiffres spectaculaires. Donc, c'est pas un problème pour moi, les gardiens chez les Maple Leafs cette année. Ça sera très intéressant à suivre. Très bon point à voir. Mais c'est une histoire Cendrillon si ça arrive. Ouais.
Oui, les Toronto qui passent la première ronde, c'est Cendrillon, c'est toutes les princesses de Disney que vous voulez. Là, écoutez, ça s'est pas fait depuis 2004, puis il y a des équipes assez dominantes, merci, là, à Toronto depuis toutes ces années-là. Messieurs, dernière série. Et Vas-y. je veux juste ajouter, si Toronto passe, on doit affronter Boston en deuxième ronde. J'ai rien à ajouter. C'est vrai que tu as tout dit là-dessus. Non, c'est probablement le parcours le plus difficile des playoffs, celui des Maple Leafs de Toronto. Dernière série dans l'Est, et évidemment, elle va beaucoup nous intéresser ici en Suisse, les Devils du New Jersey contre les Rangers de New York. Les deux équipes qui ont terminé à 5 points de différence au classement. Ça a été très, très serré dans leur division, autant entre les Hurricanes de Caroline, les Devils du New Jersey et les Rangers de New York. Les Rangers qui ont été sur une pente montante là, dans la deuxième moitié de saison, surtout. Shesterkin, saison décevante selon ses standards de la saison dernière. Ça reste quand même un gardien qui peut voler une série. Les Devils, le seul point négatif que j'aurais sur cette équipe, c'est l'inexpérience en série versus les Rangers qui se sont rendus en finale de l'Est et qui ont acquis à la date limite des transactions 2 gars qui ont gagné la Coupe Stanley. Donc, c'est pour ça que moi, je vois les Rangers passer, mais sur une série de 7 matchs. Parce que le seul point qui, pour moi, faisait vraiment une différence, c'était Shesterkin et l'expérience. C'est 2 points, là, évidemment. Mais c'est tout ce que je voyais à l'avantage des Rangers. Shesterkin a tellement terminé l'année en force. Regardez l'environ depuis le 1er mars. Là, ses chiffres sont spectaculaires. Je vais de ton côté, Jonathan. Le manque d'expérience des Devils. Je pense que c'est un à la prochaine cette année pour les Devils. C'est presque un passage obligé dans une reconstruction. La fois où tu te qualifies bien, tu te fais sortir rapidement par une équipe qui est un petit peu en avance peut-être niveau expérience dans sa reconstruction. Exactement. Puis enfin chez les Rangers, on a trouvé des solutions à l'aile droite. C'est ce qui nous a coûté les dernières années, les 2 dernières années de séries éliminatoires. Il manquait une option à l'aile droite, puis là, on a été la chercher avec, je dis les 2 dernières, plutôt la dernière année, excusez-moi, l'année dernière, avec Patrick Kane, avec Vladimir Tarasenko. Donc, tu passes d'un problème à l'aile droite à 2 gagnants de la Coupe Stanley, 2 vétérans, bon, que leurs meilleures années sont derrière eux, mais qui sont encore capables de produire. Puis tu as tout le reste, là, parce qu'il y a des joueurs au centre, puis la ligne de centre, puis la ligne à gauche aussi, là, qui sont redoutables avec les Panarin, avec Zibanejad. Puis tu as une ligne de jeunes sur le 3e trio qui ne font que gagner en expérience. Alors, elle ne sera pas facile à affronter. Lafrenière, Kakko et Kittil, ça ne sera pas facile à affronter. Et je pense qu'il va manquer de ressources à un moment donné pour les Devils de juste... Ça va venir vite, là, ça va venir rapidement pour Vitek Vanecek, j'ai l'impression. Les 3 joueurs, d'ailleurs, du 3e trio des Rangers qui ont connu leur meilleure saison en carrière. Ils progressent, ils sont jeunes encore. Je pense qu'ils ont 20. Kakko, il doit avoir 21, 22. Lafrenière, 21. Pareil. On a été sévère avec surtout Lafrenière et Kakko parce que leur rang de repêchage, ils sont rentrés très vite dans la ligue, mais à leur âge, on doit être patient. Ça. On compare tout le temps à McDavid, des choses comme ça, mais la plupart, il y a un process où il faut qu'ils progressent. Et là, eux, ils rentrent dedans. Ça va être des bons joueurs de NHL, c'en est déjà, mais il fallait leur donner un peu de temps. Et c'est vrai que les Devils, ils ont quand même une belle équipe. Ils jouent bien au hockey, mais moi, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai mis les Rangers en 6. Ça va être une belle équipe. J'aime bien aussi Mercer aux Devils, qui fait une super fin de saison. Depuis 2 mois, qui joue très bien. Ils ont Hughes, ils ont Ishier, ils ont récupéré Myers, ils ont quand même Hamilton en défense qui a très très bon joueur. Donc bon, ça va être un super match-up. Ouais, j'approuve absolument. C'est la série avec les 3 joueurs suisses, évidemment. C'est la série probablement qu'on va plus suivre en Suisse. Mais j'ai l'impression que ça va être l'une des plus belles séries aussi parce que les Devils montrent un style de jeu excitant. Ça fait longtemps on dirait que j'ai jamais vu les Devils avec un style de jeu aussi excitant. Tout le style de jeu jadis. Non, ben tout le style de jeu était bâti. Stevens, c'était la trappe. Il jouait une trappe super défensive à l'époque de Brodeur quand ils ont gagné leurs 3 titres. C'était l'époque Jacques Lemaire. Là, c'est ça, avec Jacques Lemaire, c'était-- défensif. C'était c'était une trappe très bas.
Je dirais toujours, si tu traversais la ligne rouge, tu te faisais taper sur les mains. Là. Donc, c'était pas du grand hockey, c'était du hockey d'accrochage. Je compare le jeu cette année au jeu des années 90. Puis, au-delà de la vitesse, juste la créativité des joueurs, les possibilités, ce qui s'offre à eux, la vitesse, je le rajoute, mais c'est du hockey incroyable qu'on a cette année. Le nombre de buts aussi est en augmentation fulgurante. On n'en a même pas parlé encore, mais la saison de McDavid, là, c'est incroyable. Là. Ça a passé un peu sur le radar, mais c'est une des plus grandes saisons de tous les temps. Là. Mais tant mieux. Moi, tant mieux pour le spectacle. Là. Nous, on a grandi avec du hockey qui était assez fermé, des scores assez bas. Quand un joueur marquait 50 buts, c'était incroyable, c'était inusité, c'était la saison du siècle. Si un joueur atteignait 100 points, c'était la folie. Et là, enfin, on a plusieurs marqueurs de 50 buts, des marqueurs de 60 buts, des marqueurs de 100 points, même 150 points. Je pensais jamais voir ça dans ma vie. Donc, non, c'est tant mieux pour le spectacle. Ça attire aussi un jeune public aussi qui veut ce genre de highlights, ce genre de style de jeu excitant. Pour les maintenir devant un écran pendant 60 minutes de jeu, tu as besoin aussi de ce genre de jeu-là. Messieurs, donc, voilà pour nos présentations, donc des séries dans l'Est. Pour récapituler, là, on y allait avec les têtes de série. Sauf la série New Jersey-New York, où on penchait plus vers New York, mais sinon, Toronto. Il y a les Islanders que tu as évoqué une possible surprise. Et sinon, bien évidemment, Boston pour la série contre la Floride. Messieurs, on va rapidement, parce que je sais que Nicolas, tu as un autre podcast enregistré, le tien. On va rapidement se diriger du côté de l'Association de l'Ouest. La meilleure équipe de l'Ouest, messieurs, les Golden Knights de Vegas vont affronter les Jets de Winnipeg. Et moi, c'est une série qui, à première vue, c'est sûr que si on regarde les statistiques, c'est tout à l'avantage des Golden Knights. Mais tu vois, moi, peut-être qu'une surprise, ce serait les Jets de Winnipeg, parce que mon plus gros point d'interrogation sur cette équipe de Vegas, c'est le gardien de but. Ma prédiction va quand même du côté de Vegas, la tienne du côté de Winnipeg. Je trouve ça intéressant, je veux t'entendre là-dessus. Ouais, sur l'expérience qu'ils ont avec leur gardien, qui est quand même un top gardien, il a gagné le Vézina, si je ne me trompe pas, et le but il y a quelques années. Ils n'ont pas fait une super saison, mais ils finissent un poil mieux et ils se sont battus pour aller justement avoir cette wildcard. Et Vegas, ils ont Thompson qui est blessé. Je ne pense pas qu'il reviendra. Il est revenu de blessure un match. Il a tout de suite arrêté. Ils ont Jonathan Quick qui, sur l'année, a 88% d'arrêt. Et depuis qu'il est à Vegas, il a 90%. Mais c'est quand même pas l'assurance tout risque. Vegas est intrinsèquement meilleur que Winnipeg, mais Winnipeg, je les ai mis en 6, moi, parce que s'ils vont en 7, c'est dur d'aller gagner à Vegas en 7, mais c'est pour ça que je dis en 6. Nick, tu m'as souvent dit qu'un joueur sous-estimé à Vegas pour son apport, c'était Alex Stock, qui n'est plus d'ailleurs à Vegas, qui a été échangé contre Jack Eichel. On sait que Winnipeg va jouer un style de jeu physique. Ils ont des gros bonhommes, ils ont des gros attaquants. Ils vont vouloir intimider les Golden Knights. Est-ce que tu penses qu'un joueur, justement, comme Tuck, va manquer aux Golden Knights, ou si en Amérique du Nord, on voit vraiment Vegas passer à travers les Jets? Ben, c'est certain qu'il va manquer, mais en même temps, on l'a remplacé par Jack Eichel. Donc, tu comprends? C'est la part de Jack Eichel qu'on pense absolument pas dans la même... Ça va être ses premières séries. On ne sait pas quel genre de joueur en play-off il est non plus. C'est vrai, exactement. La différence, c'est Bruce Cassidy, l'entraîneur-chef qui est rendu à Vegas et qui a une structure défensive vraiment solide. Ça l'a beaucoup aidé les Golden Knights cette année avec tous les problèmes que Laurent parlait au niveau devant le filet. Je suis déchiré parce qu'effectivement, les Jets ne devraient pas être dans cette position-là. Les Jets, si on regarde leur première moitié de saison, c'est une équipe qui aurait dû être dans le top 3 de la section centrale. Et vraiment, à un moment donné, on a craché. Là, on a terminé en force. Les Golden Knights, on s'est maintenu premier de la section Pacifique toute la saison. Là, on l'oublie, mais malgré les nombreux blessés. Et là, ça parle que Mark Stone pourrait éventuellement revenir au jeu. Shea Theodore est de retour en santé. On a Alex Pietrangelo. Donc ça, c'est toute une unité en défensive. Et si on regarde Laurent Brossoit,
qui va être le gardien numéro 1 en séries éliminatoires. On regarde ses derniers matchs, 6 victoires, une défaite en prolongation, 2,16, 923 de taux d'efficacité. J'ai pas arrêté mon choix parce que j'ai de la difficulté et j'ai pas pris le temps de le faire avant notre balado. Je suis pas capable de le faire pour cette série-là, mais je me vois dire, parce que là, ouais, je vais dire quand même les Golden Knights en 7, mais ça va être long comme séries éliminatoires parce que les Jets ont repris du poids de la bête là, en fin de saison. C'est vrai que l'avantage Mark Stone, ça va être un peu la même chose que quand Kucherov était revenu parce que là, en playoff, le plafond salarial ne compte plus et le montant de Mark Stone ne comptait pas puisqu'il était sur la liste des blessés à long terme. Son retour va faire que techniquement, les Golden Knights vont être bien au-dessus du plafond salarial, mais comme il ne compte plus, ils vont pouvoir utiliser Mark Stone et reste que son leadership, le talent de Mark Stone, c'est quand même un apport important. Il faut voir le Mark Stone quand même. Là, c'est plusieurs blessures à chaque saison. On se souvient Kucherov, ce que ça avait donné lorsqu'il était revenu en série. Là, il était redevenu le Kucherov d'antan. Tandis que Stone, j'amène un bémol, mais Stone est taillé pour les séries éliminatoires au niveau de son style de jeu. Il faut voir. Vraiment, cette série-là, c'est très difficile de prédire qui va l'emporter. Ça va être beaucoup plus serré que les classements là, premiers de la section contre ça, c'est les Jets, c'est la dernière place là, de 4e as de Wild Card, là, si je ne me trompe pas. Donc, oui, donc ça ne sera pas tout coulé, ça ne sera pas facile. Messieurs, l'une des équipes Cendrillon de la Ligue nationale, je pense que c'est le Kraken de Seattle. Après une saison difficile, qui était normale à leur première saison dans la Ligue nationale de hockey, ils marquent 100 points cette saison, se qualifient pour les playoffs. La mauvaise nouvelle, j'ai l'impression, pour eux, c'est qu'ils vont affronter l'Avalanche du Colorado. Oui, c'est vrai. Moi, mon évaluation, elle est là. C'est ça. C'est ça. Ça peut faire dérailler une saison assez rapidement, merci, là, dans le cas de ça. Et je pense que c'est ce qui va arriver. Premièrement, le Kraken n'a pas vraiment de gardien de qualité. Là. Ça a été la chaise musicale cette année. C'était qui va le moins bien. Qui va le moins bien performer, il ne sera pas devant le filet. Là. Au lieu de dire celui qui performe le mieux va être devant le filet, c'était l'inverse. Tandis que l'Avalanche, on vient de terminer la saison tout feu, tout flamme. Cette équipe-là, malgré les blessures, s'est maintenue et là vient de terminer en force. Non, ça va être rapide. En plus, justement, c'est un premier parcours en série. Quoique, on a plusieurs joueurs qui ont quand même d'expérience. Chez Kraken, on a une attaque qui a beaucoup de profondeur, mais là, la défensive de l'autre côté de l'Avalanche qui est excellente, malgré les absences d'un Kyle McCarr présentement. Non, je dirais l'Avalanche en 5 peut-être. Ouais, j'avais mis l'Avalanche moi en 6. Par contre, j'ai pas d'informations. Quel est McCarr? C'est quoi, il est prévu? C'est quoi son statut? Il est prévu jusqu'à quand, out? Je vais vérifier tout. J'ai pas les dernières nouvelles. Ça, c'est sûr que pour la suite, sur cette série, je n'ai pas trop de doutes. Mais ils ont une telle puissance offensive, Colorado. Bon, vois-tu, il devrait être de retour là, à peu près pour le début des séries éliminatoires. Donc, on l'a préservé, là, mais bon, tu viens juste d'aller chercher le meilleur défenseur de la Nash là, qui est de retour dans ta formation. Là. C'est ça, alors qu'ils ont fini fort. Oui, c'est ça. Alors, ouais, ils ont fini fort sans lui. Donc, non, c'est. C'est Landeskog qui a. Landeskog, qui est out, lui, pour la saison. Ouais. Pour les playoffs aussi. On a des belles options en Nichushkin et Lekkonen pour le remplacer. Donc, on a gagné. On s'est débrouillé sans lui cette année, puis ça va être la même chose dans ces éliminatoires. Nichushkin, d'ailleurs, qui avait été tellement important, tout comme Lekkonen dans la conquête de la saison dernière. Et moi, on en a parlé beaucoup de l'Avalanche du Colorado au cours de la saison sur Overtime NHL. Évidemment, finale de la Coupe Stanley qui était en plus décalée de 2 semaines, donc très longue saison, très court été pour l'Avalanche. Voyage en Finlande pour jouer des matchs. Plusieurs blessés. Ça a été compliqué la première moitié de saison pour l'Avalanche, mais j'ai l'impression d'avoir retrouvé sensiblement l'équipe de la saison dernière. C'est 16 victoires lors 19 derniers matchs. Et il termine à quelques points à peine du premier rang du classement de l'Association de l'Ouest. Moi, j'ai vraiment l'impression que l'Avalanche va passer le Kraken sans trop de difficulté. Je pense que c'est les équipes qui ont une grosse expérience. Eux, ils ont mis un moment, justement. Ils sont passés un peu par le fait de faire des bonnes saisons et de louper en play-off. Et après, ils ont pris de la maturité. Et là, ils sont remontés. Et ils ont finalement gagné l'an dernier. Et on voit cette année... Oui, ils ont une moins bonne préparation et je pense que c'est pour ça que leur première moitié de saison était compliquée. Et après, ils se sont mis en route et ils ont commencé à
à se mettre en mode OK, bah maintenant on est prêt. Et là, ils sont durs à jouer quand même. Hein. Ils ont une telle vitesse que. Ouais, et c'est ce qui va rendre l'Avalanche encore plus dangereuse en série, c'est que normalement, une équipe pour qui ça va bien tout le temps, ben, on ne fait pas face à de l'adversité. On parlait du Lightning là, en 2018-2019, mais là, l'Avalanche d'adversité, ça n'a été que ça toute la saison. Donc, non, ça. Écoute, le Kraken, la meilleure chance la prochaine fois. Puis on n'arrête pas de parler et de vanter la saison de McDavid, de Draisaitl, de Nugent-Hopkins à Edmonton. D'ailleurs, on va en parler dans quelques minutes. Évidemment, avec raison. Mais par contre, McKinnon et Rantanen, cette saison aussi, ils ont été hallucinants. Parfois même pas entourés. McKinnon a été blessé. Rantanen aussi, je crois qu'il a raté des matchs. Eux aussi ont vécu. Makar a été blessé. Makar aussi. Ouais. Eux aussi ont vécu de l'adversité, mais comme joueur, McKinnon a quand même montré pourquoi il valait le salaire qu'il va toucher à partir de la saison prochaine. Là. C'est tout un joueur, Nathan McKinnon, et en playoff en plus, il l'a prouvé la saison dernière qu'il était très important à son équipe. Messieurs, parlons-en justement des Oilers d'Edmonton qui affrontent les Kings de Los Angeles pour une deuxième saison consécutive au premier tour. Les Kings qui avaient quand même fait peur aux Oilers la saison dernière. Mm-hmm. On en a parlé en début d'émission, leur ligne de centre avec Kopitar, avec Philippe Danault. C'est probablement la ligne de centre une des mieux bâties pour affronter l'attaque dévastatrice des Oilers, mais je pense pas que ça tienne sur cette match. Non. C'est ironique parce que les Oilers sont une meilleure équipe cette année que l'année dernière, puis les Kings aussi. Aussi, c'est vrai, donc, les deux. C'est spécial hein, quand même, et les deux se rencontrent encore en première ronde. Donc, non, je suis d'accord. Ça ne sera pas assez. Là. Moi, la clé pour moi, c'est si tu arrives un peu à diminuer l'efficacité en powerplay. Donc, la meilleure façon de diminuer l'efficacité en powerplay pour les Kings, c'est de ne pas prendre de pénalité. non, mais la discipline, la réalité, c'est ça. Ça va être super discipliné, minimiser tes pénalités. Et là, ils auront moins de temps à 54 et c'est plus dur et il faut leur rendre la vie dure. Mais la réalité, c'est ça. Il faut que tu sois hyper discipliné, de pas faire avoir aucune pénalité stupide à 60 mètres de ton but. Vraiment que des pénalités qui ont un sens ou même s'il y en a normalement pas trop de pénalités qui ont du sens, mais il y en a qui sont obligatoires, sinon on peut prendre un but. Mais voilà, ça va être... Ils ont le powerplay le meilleur de l'histoire et je pense pas qu'ils avaient prévu de baisser en playoff donc donc voilà, sur une série ça on peut s'adapter, mais ils vont au pire le descendre à 25 et 25 ça sera quand même compliqué, mais il faut surtout qu'ils diminuent il faut pas prendre beaucoup de pénalités face à une équipe comme Edmonton si tu veux avoir une chance de passer. Ouais, parce qu'en saison régulière, c'est 32% d'efficacité, 32,4%. Ouais. C'est hallucinant. C'est le record, c'est l'histoire. Hein, je crois que c'est le plus haut pourcentage dans l'histoire de la NHL. Je crois que c'est ce que j'ai vu. Je suis en train de vérifier. Là. Il y a deux matchs avant la fin, il y avait. Alors, je sais pas, j'ai pas suivi les deux derniers, s'ils l'ont conservé. Pendant que tu vérifies, Nick. Je confirme. C'est avec 32,4, ça devance les Canadiens de Montréal de 77-78 à 31,9. Donc, c'est ça. La fameuse équipe du Canadien de la fin des années 70. Là. La seule équipe qui a atteint un tel pourcentage-là là, dans le top 11, là, devrais-je dire, c'était les Oilers en 2019-2020. Sinon, c'est toutes des équipes 70-80. Là, donc, c'est ça. Non, c'est spécial. C'est une année spéciale à Edmonton, puis c'est difficile de parier contre eux parce que, comme je disais, c'est une équipe qui a l'air encore plus bâtie pour les séries éliminatoires. Et comme a fait progresser cette équipe. Hein, Oui, énormément. Et Stuart Skinner... Écoute, on a donné le contrat à Jack Campbell, le gros contrat à Jack Campbell l'été dernier. C'est Stuart Skinner qui se lève avec son salaire minimum ou presque là, et qui vient sauver la mise parce que Campbell a été affreux. Je vais utiliser le mot, là, malheureusement, là, mais ça a été très difficile pour lui cette année. Donc, mais bon, en séries éliminatoires, que vaut Stuart Skinner? Il n'a pas d'expérience. Donc, c'est contre tout dépendant qui on va rencontrer. Là. En première ronde, je pense que ça va être correct parce que de l'autre côté, Phoenix Copley, Jonas Korpisalo non plus, là, ça ne pleut pas d'expérience, même si je ne me trompe pas que Korpisalo avait joué un gros rôle là, dans l'élimination des Maple Leafs dans la bulle là, en 2020. Mais
Tu parles de la discipline, Laurent. Oui, ça va être un élément clé. Mais en même temps, tu joues contre une équipe qui aime le contrôle, la possession de la rondelle. Une équipe qui va extrêmement vite dans son jeu de transition et qui a des individualités exceptionnelles. À un moment, ça va tourner vite. Puis quand tu n'as pas le puck, c'est toi qui est porté à commettre la faute. Donc, ça va être compliqué quand même pour les Kings d'être disciplinés dans cette série-là. Et moi aussi, je vois Edmonton passer pour une deuxième saison de suite contre les Kings. Les Kings, ça va finir par être leur année parce que c'est une équipe aussi qui est en développement, qui a un beau potentiel. Mais j'ai l'impression que tant qu'on va se buter à Connor McDavid et Leon Draisaitl également, il ne faut pas le mettre de côté. Même Nugent Hopkins qui a connu sa meilleure saison en carrière, ça va être une série. Il y a tellement d'éléments. Kaiman, il joue incroyable. Oui, aussi. C'est ça. Evander Kane, rajouté à ça. Je veux dire, on n'arrête pas de nommer des joueurs du côté d'Edmonton qui sont capables de produire. Puis en plus, on s'est renforcé en défensive. Darnell Nurse connaît une meilleure saison aussi à la ligne bleue. Evan Bouchard progresse. Donc, non, c'est une bonne équipe, les Oilers. C'est beaucoup plus balancé que ça a déjà été. Dernière série, messieurs, Dallas-Minnesota. Voir le Minnesota performer de la sorte, pour moi, c'était un peu une surprise. C'est pas une équipe qui avait... Bon, Kirill Kaprizov, c'est un joueur que j'adore. C'est un joueur offensif, l'un des meilleurs de la Ligue nationale de hockey. Là, il est très impressionnant. Mais il était un peu seul dans cette équipe. Zuccarello qui prend de l'âge. Matt Boldy qui est en développement. Qui a été incroyable cette année. Mm-hmm. C'est pas une équipe qui marquait beaucoup de buts, mais par contre, défensivement, ça a fait le job. Mais est-ce que ça va tenir en play-off contre Dallas? Dallas ont tellement terminé l'année en force aussi. Là. On a chauffé l'Avalanche jusqu'au dernier moment de la saison. Ça s'est décidé hier. Oui, ça s'est décidé hier sur le vendredi, dernier but. Ouais. C'est ça, le dernier match, là, et le dernier but de la saison, ou presque. Chez le Wild, on a très bien travaillé cette année. On a très bien géré nos gardiens. Philippe Gustafsson qui s'est élevé au rang de numéro 1. Et lorsqu'on s'est mis à lui donner des départs, ça a permis à Marc-André Fleury d'être encore meilleur devant le filet. Mais là, on va devoir se débrouiller sans Joel Erikssonek du côté du Wild. Et c'est probablement la plus lourde perte qu'on ne pouvait pas se permettre parce qu'Erikssonek, c'est un joueur complet. C'est un joueur qui, justement, pouvait s'occuper des joueurs adverses défensivement puis de permettre aux autres d'attaquer. Donc, non, cette perte-là va faire très, très mal chez le Wild. Oui, on a Kirill Kaprizov. Bon, il a été blessé en fin de saison quand même. Il ne faut pas l'oublier, à 100%. Lui dit que oui, donc il faudra voir. Mais derrière ça, c'est que là, on se retrouve présentement avec Ryan Hartman et Frédéric Gaudreau comme premier et deuxième centre. Je pense qu'il va en manquer un peu. On a eu le retour de Gustav Nyquist, mais bon, on n'a pas joué depuis longtemps. On a des bons gardiens, on a une bonne défensive, mais chez les Stars, je veux dire, on a un des très bons gardiens, très bons jeunes gardiens de la Ligue en Jake Oettinger. On a Jason Robertson qui ne fait que s'améliorer, qui a progressé. On a le vieux Joe Pavelski qui est comme du bon vin, s'améliore avec le temps. Jamie Benn qui connaît une bonne saison. On a des jeunes qui poussent. On a été chercher un peu justement de papier sablé avec Max Domi, Roope Hintz qui fait le travail sur le premier trio. Puis là, tu rajoutes en défensive Miro Heiskanen, Ryan Sutter qui a de l'expérience, Essa Lindell. On a quelques jeunes aussi. Il n'y a pas beaucoup de failles. Moi, je les attendais plus haut que ça cette année, les Stars. Je trouve qu'on aurait possiblement... À vrai dire, j'attendais l'Avalanche et les Stars plus haut. Là. Je pensais que ça allait être une lutte entre les deux, mais bon, avec davantage de points, là, qu'on allait se battre vraiment pour le sommet de la conférence de l'Ouest. Il n'y a pas beaucoup de failles là, chez les Stars. Donc non, je m'attends à ce que les Stars passent, mais bon, toute la saison, on a sous-estimé le Wild. Puis regardez ce qu'on a fait. Là. Eux aussi, on a chauffé justement l'Avalanche et les Stars pendant presque toute la campagne. Donc, je vais quand même me tourner du côté des Stars, mais un bon 6 matchs, au moins 6 matchs. Tu es allé aussi dans une longue série, à l'avantage des Stars, mais toi aussi, tu vois une longue série parce que justement, le Wild nous a prouvé toute la saison qu'ils étaient capables de tenir leur bout. C'est ça, c'est exactement ça. Les Wild ont un bon système, et un goaltending qui est bon. Donc, moi, j'ai vu Dallas en 7 parce que Dallas, je les aime bien aussi. Ils ont Hintz aussi au centre. Ouais. Ils ont Robertson, ils ont Ben, ils ont même des vieux comme Seguin, des vieux, je dis entre guillemets, mais des anciens. Et j'aime bien. C'est pas mieux.
C'est pas mieux, Laurent, Ouais, ancien, mais- par rapport à vieux. Tu es à un mot d'ancêtre, là, présentement. Là, donc, Mais après, ils ont Escanen en défense que j'adore. Vraiment, je trouve un excellent défense qui met moins de points, qui est moins productif qu'un les Macar, mais que je trouve vraiment excellent. Ouais, ils ont le jeune, très très bon gardien aussi hein, du côté de Dallas. Vraiment. L'an dernier, ils avaient bien joué hein, en playoff. Ils avaient bien joué aussi. Hein, je crois qu'ils avaient passé le premier tour, si je me trompe pas. Non, ils avaient perdu, je crois. Non? je pense qu'il s'était incliné contre le Watt. Attendez, je vais vérifier, mais il me semble qu'il. C'était serré. Sur le premier tour, ils avaient avec Pavelski qui avait fait. Bon, bref. C'est vraiment. Ils avaient perdu contre les Blues. Oh, Ouais. C'est ça. Ah, non, ça, c'est Minnesota. L'année dernière, Dallas, Calgary. Calgary avait passé. Ouais, les deux s'étaient inclinés au premier tour. Mais c'est une C'est équipe que j'aime bien et voilà, je les vois passer en 7, mais ça va être dur parce que Minnesota est une belle équipe quand même qui a fait une belle saison et qui a été solide. Messieurs, ça promet pour les séries de premier tour. Il y a vraiment de beaux affrontements. De toute façon, la NHL, c'est tellement une ligue avec de la parité. Toutes les équipes peuvent gagner. On parle souvent, les gardiens là sont plus forts. Les gardiens peuvent voler des séries. Et ça se joue à très peu de choses dès le premier tour. Il y a des affrontements, surtout avec le nouveau système des équipes repêchées. Il y a déjà des têtes de série qui vont tomber au premier tour. Des équipes qui auraient pu viser la Coupe Stanley. Donc, déjà, ça va être hyper excitant. Ça commence d'ailleurs dans la nuit en Suisse de lundi à mardi. Donc, les premiers affrontements. Et évidemment, comme je vous le rappelle, ce sera à suivre sur MySports. Toi, Nick, évidemment, on va te suivre sur lnh.com, tes articles, ton podcast, les articles de tes collègues aussi qui vont être aux quatre coins de l'Amérique du Nord pour suivre les playoffs. Donc, pour ne rien manquer, il faut aller voir et s'abonner également à toutes les chaînes de lnh.com. Oui, c'est bien gentil. On espère. On vous souhaite des bonnes playoffs. Je pense qu'on va avoir tout un spectacle cette année. Et, ça va être relevé, là, comme tu as dit, Jonathan. Et Laurent, on ne chôme pas parce que nous, on va se retrouver en finale de National League aussi. Tu fais partie des co-commentateurs de cette finale. On va se retrouver également en playoff de NHL. Donc, les prochaines semaines s'annoncent excitantes. Exactement, ça, c'est le hockey de printemps. C'est le meilleur hockey. Exactement, j'aurais pas pu si bien dire. Ce sera d'ailleurs le mot de la fin. Je vous remercie également à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez également vous abonner à nos différentes chaînes, peu importe la plateforme. Et le prochain épisode sera juste avant les quarts de finale. Donc, on fera d'ici la fin de la saison un épisode par ronde. Donc, pour faire un peu la présentation, comme on l'a fait aujourd'hui, de chacun des affrontements et nos prédictions. Donc, merci à tous et à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Au revoir.